Bonsoir à toutes et à tous. C'est un immense honneur pour moi, au nom du Jane Goodall Institute France et de Fonalfort, de vous accueillir pour une conférence exceptionnelle qui se tient dans le cadre des conférences de Jane que nous organisons depuis 2018 déjà. Et ce soir, c'est un immense privilège pour nous d'accueillir la merveilleuse Vesica Serra. Titulaire d'un doctorat en éthologie, elle est experte en cognition animale. Elle est spécialiste de l'étude du comportement des mammifères et des technologies de tracking. Auteure de très nombreux essais à la fois scientifiques et de vulgarisation scientifique. Je pense que nous avons tous lu La bête en nous, Dans la tête d'un chat, le grand livre de l'intelligence animale qui personnellement m'a tellement transportée. On la connaît également pour animer et produire des émissions à la télévision, dont sur TF1, La vie secrète des chats. Elle est auteure, réalisatrice, conseillère scientifique. Elle dirige également des collections, dont celle de la collection Monde Animaux, qui regroupe des écrits d'autres éthologues extrêmement passionnants que je vous recommande particulièrement. Elle nous permet ainsi d'accéder aux univers sensoriels, cognitifs de ces animaux non humains, tout en évitant l'écueil si souvent malheureux de l'anthropomorphisme. Aujourd'hui, elle va nous parler d'un thème qui est important pour elle et pour tant d'entre nous, à savoir l'homme est-il si différent des autres animaux? Jessica Serra, c'est un immense honneur pour nous de vous accueillir et on vous laisse la parole. Merci, merci beaucoup Galit, merci à toute l'équipe, hein, y compris Fonalfort, de m'avoir invitée sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur et auquel effectivement j'ai consacré un livre entier pour parler des différences ou de l'absence de différence entre l'homme et les animaux, ou devrait-on dire d'ailleurs entre l'animal humain et les animaux non humains, puisque même si nous avons tendance à l'oublier ou à omettre cette vérité, eh bien l'homme est toujours bel et bien un animal. Donc on va commencer par, si vous voulez, cette conférence, par justement cette réalité biologique qui est celle que nous sommes toujours des singes. On parle encore aujourd'hui de la théorie de l'évolution qui a été formulée par Darwin, comme s'il s'agissait d'une théorie, hein, comme son nom l'indique, théorie de l'évolution, et donc de quelque chose qui, a priori, ne serait pas vérifié. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette théorie? Elle nous dit que tous les animaux, y compris l'humain, descendent d'un ancêtre commun qui s'est modifié au cours du temps pour donner naissance à la multitude d'espèces qu'on connaît aujourd'hui. Et à l'époque où Darwin formule cette théorie, il va devoir faire face à un très grand nombre d'opposants. Comment imaginer, et encore plus à cette époque, que nous descendons des singes? L'idée, elle est tout simplement inconcevable, voire absolument répugnante. Il faut penser qu'à cette époque, on pensait que justement l'homme avait été créé à l'image de Dieu. Et donc, imaginer une filiation entre l'homme et l'animal, c'était inimaginable. Dieu a créé l'homme à son image et les animaux ont donc été créés pour servir l'homme. Or, ce qu'on sait aujourd'hui, et heureusement la science a beaucoup progressé depuis, eh bien ce qu'on sait, c'est que cette théorie de Darwin, elle n'en est plus une. Elle a été prouvée par de très nombreuses découvertes et des expériences. Et donc aujourd'hui, dire qu'on ne croit pas à la théorie de l'évolution de Darwin, c'est dire qu'on ne croit pas en la science. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte, ces découvertes? Eh bien que non seulement nos ancêtres étaient des singes, mais surtout, et je pense que là est le fond de la question, que nous sommes toujours des singes aujourd'hui. Et ça, c'est important à souligner. Alors, cette affirmation, évidemment, elle choque beaucoup encore d'entre nous. Si vous dites à une amie, à votre collègue de bureau, bah, toi, tu es un animal ou toi, tu es un singe, tout de suite, je vous assure qu'il risque d'y avoir de l'orage dans l'air. En fait, nous vivons comme une insulte d'être traités d'animaux, et précisément parce que nous nous sommes attachés pendant des millénaires, à travers nos systèmes de croyances, et notamment à travers les religions monothéistes, à tout faire pour nous convaincre que nous n'en sommes pas. Et pourtant, l'homme aujourd'hui, on le sait, c'est une vérité, l'homme est bien un singe issu de croisements multiples
Et il n'est pas situé au sommet de l'arbre de l'évolution comme on a l'habitude de l'imaginer. Il est une petite branche parmi tant d'autres. Il n'est pas non plus, finalement au bout de ce dessin qu'on a l'habitude de voir dans les manuels scolaires avec un singe qui progressivement, se lève et devient humain. Donc il n'est pas l'aboutissement non plus de l'évolution. L'humain, il fait partie du processus évolutif. Il est un parmi d'autres. Et dans mon livre, que j'ai intitulé «La bête en nous», je pense que le titre, est parlant en soi. Je vais même beaucoup plus loin en disant que l'humanité en soi est un concept relatif. Et là, j'imagine un truc un peu fou, et si on avait la chance d'avoir une machine à remonter le temps qui puisse nous conduire à différentes périodes de notre histoire? Eh bien, qu'est-ce qu'on y verrait? Eh bien, si cette machine à remonter le temps nous conduisait au tout début, aux prémices de l'humanité, nous pourrions nous rendre compte qu'à cette époque, absolument rien ne différenciait les premiers hommes des autres animaux. Ils venaient au monde dans des conditions très difficiles et douloureuses. Ils mouraient pour la plupart, je parle des enfants, avant d'apprendre à marcher. Parfois, ils ne résistaient pas aux maladies ou aux rigueurs du froid. Et souvent, et on a tendance à oublier ça aussi, et pourtant ça a été, on va dire, le cas pendant des dizaines de millénaires. Souvent, nos ancêtres se faisaient dévorer par des prédateurs. Car oui, tenez-vous bien, à cette époque, nous étions de la chair pour prédateurs affamés. Alors quand j'ai rédigé cette partie et quand j'ai relaté un petit peu ce concept d'humanité, qui pour moi est relatif, et j'ai appris, tout récemment que Pascal Pic, sera mon successeur dans ce cycle de conférences. Et j'ai trouvé la coïncidence absolument incroyable parce que c'est justement lui que je cite dans mon livre lorsqu'il indique que les premiers hommes quelque part en Afrique, en disons vers 3 millions d'années, ne devaient pas s'interroger sur la condition humaine en descendant chaque matin de leur arbre et, je le cite, avant de partir quérir quelques charognes dans les savanes arborées. Donc, j'imagine que Pascal Pic sera de mon avis, quand j'explique que à cette époque-là, en tout cas, si un extraterrestre avait débarqué sur Terre, il n'aurait pas vu de différence entre les êtres humains et les autres animaux. Et pourquoi je parle d'un concept relatif aussi lorsque je parle d'humanité? Eh bien, là encore, si on remonte dans notre machine à voyager dans le temps et qu'on se projette, on va dire, il y a à peu près 40 000 ans, eh bien, nous verrions qu'il n'a pas toujours existé une seule espèce d'être humain. Nous aurions pu croiser, à cette époque, des Néandertaliens, des Dénisoviens, des hommes de Flores et probablement bien d'autres espèces d'êtres humains. Et lorsqu'on parle de Néandertaliens, il ne faut pas imaginer cette espèce de brute épaisse, écervelée, comme on a tendance à le croire. Les chercheurs ont montré notamment que Néandertal maîtrisait le feu, que Néandertal portait des vêtements, des bijoux, qu'il construisait des huttes, qu'il avait de l'empathie puisqu'il prenait soin des plus faibles, qu'il enterrait ses morts, mais même que Néandertal se représentait mentalement les objets avant de les fabriquer. Bref, vous l'aurez compris, avant que ces espèces d'êtres humains ne disparaissent, eh bien, nous côtoyons plusieurs espèces différentes d'êtres humains. Et la question qui reste sur le bout des lèvres, est-ce que ces êtres humains étaient plus humains ou moins humains que nos ancêtres? Et je vais vous la laisser, cette question, pour y réfléchir. Et donc, au-delà de l'existence de ces espèces d'êtres humains, Homo sapiens, qui est donc notre espèce, porte en elle aujourd'hui des gènes de Néandertal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous sommes reproduits à plusieurs occasions pendant notre histoire avec des hommes de Néandertal. Et là, on comprend que le concept même d'espèce est extrêmement complexe, puisque parfois des espèces différentes parviennent à se reproduire entre elles. Et puis, un dernier argument en faveur de cette relativité de la notion d'humanité, c'est que contrairement aux mythes qui nous racontent que l'être humain n'évolue plus, n'évolue pas ou n'a jamais évolué, l'évolution, elle continue d'agir sur nous. Génération après génération, nos corps continuent de changer. Même nos enfants sont une version nouvelle de l'humanité. Et c'est en cela que je souligne à quel point l'évolution nous transforme
et à quel point finalement l'humanité est un concept relatif. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, que cette idée nous plaise ou non, nous sommes toujours des animaux, avec évidemment quelques particularités, et cette conférence n'est pas là pour nier ces particularités, on y reviendra, mais que nous le voulions ou non, nous sommes toujours des singes, et ça, je dirais que c'est la première réponse à cette conférence sur les différences ou absences de différences entre l'homme et les animaux. Alors, moi, ce qui m'a interrogée quand évidemment, suivi mes premiers cours de biologie, que j'ai compris un peu tout ça, l'évolution, comment ça se passait et cetera, c'est pourquoi finalement cette idée est si dérangeante et pourquoi nous renions, comme nous le faisons, notre animalité? Pourquoi finalement c'est presque insultant d'être un singe, d'être un animal? Et à force de creuser le sujet et puis, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai compris un certain nombre de choses et je vais vous en parler ce soir. Donc, lorsque l'homme moderne, donc l'homme d'aujourd'hui, se représente le concept d'humanité, il la définit en la différenciant de ce qu'on appelle des conduites non humaines. Autrement dit, il la définit en se différenciant des animaux. Plus on est différent des animaux, plus on est humain. Et donc ça, c'est quelque chose d'inscrit dans l'esprit de beaucoup de gens. Mais il faut souligner que cette manière qu'on a de penser l'humanité, elle n'a pas toujours été la même au cours du temps et aussi, d'un point de vue géographique. Si, on voyage, si on est un féru de voyage, on se rend compte que, beh, il y a des sociétés qui pensent différemment de nous. Et surtout, si on se transporte là encore dans l'histoire, eh bien, si on se projette à nouveau dans l'époque, à l'époque préhistorique, on pourrait, voir que certainement nos ancêtres n'avaient pas besoin de s'élever par rapport aux animaux lorsqu'ils pensaient leur humanité. Et bien au contraire d'ailleurs, il semble qu'à cette époque, les animaux incarnent pour nos ancêtres une forme de spiritualité. Je pense qu'on a tous visité, des grottes ornées, et qu'on s'est tous extasiés devant la beauté des dessins d'animaux et cette surreprésentation animale vraiment, elle nous saute à la figure. Et elle a été analysée par un certain nombre d'experts qui pensent que les croyances de l'époque étaient certainement animistes, c'est-à-dire que ces croyances postulaient que les esprits habitaient les hommes comme les animaux. Donc c'est intéressant quand même de se dire que pendant un très long pan de notre histoire, on estimait finalement que, on n'était pas supérieur aux animaux. Et si on se projette beaucoup plus tard, cette fois-ci en Égypte antique, cette, fabuleuse civilisation qui s'est étendue là encore sur des millénaires, on observe que les humains consacrent un véritable culte à différentes espèces animales. Les dieux, et quand on a la chance de voyager ou d'ouvrir un livre sur l'Égypte antique, on se rend bien compte de l'omniprésence des animaux, qui sont représentés sous la forme de divinités. Parce que les dieux sont représentés soit sous forme animale, soit sous forme d'hybride homme-animal. Et ce qu'il y a de fabuleux, quand on s'intéresse à cette période de l'histoire, c'est qu'on offre une vie après la mort aux animaux, à travers notamment la momification. Donc à cette époque, on connaît tous les momies humaines, hein, on offre une vie après la mort aux humains, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'on offre aussi une vie après la mort aux animaux. Et donc on momifie des ibis, on momifie des mangoustes, on momifie des perches du Nil, des scarabées. Alors, c'est absolument faramineux le nombre de momies qui a été retrouvé, et on estime ce nombre de momies animales à 70 millions, ce qui est quand même absolument considérable quand on y pense. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que à cette époque, les animaux sont les représentants des dieux sur terre. On peut citer le taureau Apis qui est, vénéré. De même que les chats, hein, qui sont absolument, adorés et qui sont représentés par la déesse Bastet. La déesse Bastet, on l'honore, on fait des fêtes, en son honneur. Enfin bref, il y a des dieux comme ça qui sont absolument adorés par les Égyptiens et qui ont une forme animale. Et ce qu'on a compris, ce que les égyptologues, ont compris aussi, c'est que, les Égyptiens de cette époque respectent et idolâtrent la substance divine qui circule dans les animaux. Et globalement, là aussi c'est une autre étude scientifique qui l'a démontré, les Égyptiens ne consomment que très peu de viande, la plupart sont végétariens. Ça aussi, c'est pour casser un certain nombre de mythes autour de, l'être humain a toujours mangé de la viande. C'est faux et il y a des civilisations entières qui ont fait le choix d'en manger peu, voire pas du tout.
Alors, qu'est-ce qui, va expliquer ce basculement dont on a parlé tout à l'heure, qui fait qu'en Occident aujourd'hui, on est finalement intimement persuadé, qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas, mais il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'intime où finalement on se dit: «Mais, oui, l'homme est supérieur aux animaux, les animaux, ils sont là pour nous servir». Ben, ce véritable basculement, à force de regarder un peu, d'analyser l'histoire, pour moi, je le situe à peu près au 5e siècle avant notre ère, dans les croyances des Grecs anciens. Alors rappelez-vous, les Égyptiens, eux, ils vénèrent des dieux à corps animal ou à tête d'animal. Mais si vous regardez les croyances des Grecs anciens, si vous regardez les dieux qui sont vénérés par les Grecs, eh bien, les 12 dieux de l'Olympe présentent cette particularité de ressembler à des humains et donc de n'avoir aucune caractéristique animale. Donc les Grecs adulent des dieux qui leur ressemblent. Et ce qu'il y a d'assez, alors je ne sais pas si on peut dire rigolo parce que c'est pas vraiment marrant, mais quand on regarde les hybrides homme-animal, qui étaient de véritables divinités en Égypte antique, eh bien les hybrides, en Grèce antique deviennent des monstres à combattre, des monstres à tuer. On peut parler de l'hybride homme-taureau qui autrefois donc vénéré en Égypte, devient le minotaure pour les Grecs. Le minotaure, c'est un être qui se nourrit de chair humaine. Bref, en Grèce antique, les animaux, on voit qu'ils continuent de nourrir la vie spirituelle, mais leur symbolique, elle, change substantiellement dans ces systèmes de croyances. Et désormais, évidemment, on n'offre plus d'après-vie, on n'offre plus de vie après la mort aux animaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour ressembler aux dieux, pour tendre vers quelque chose de divin, vers le raffiné, eh bien l'humain doit désormais se défaire de ses instincts animaux. Il doit donc enfouir l'animalité qui est en lui. Et les sacrifices des animaux et leur consommation deviennent de plus en plus fréquentes. On peut désormais utiliser les animaux comme bon nous semble. Alors ce basculement qui est, vraiment drastique dans le mode de pensée, l'humain et le mode de pensée l'animal, qui est un mode de pensée vraiment anthropocentré, donc centré sur l'humain, il va se poursuivre en Rome antique et il va même s'accentuer, pendant les grandes religions monothéistes. On ne va pas citer toutes les religions, mais pour prendre un exemple, dans la religion chrétienne, Dieu insuffle une étincelle divine à l'homme dont sont exemples les animaux. Seul l'homme a une âme, les animaux, a priori, n'en ont pas. Et surtout, les animaux auraient été créés pour servir l'homme. Donc l'homme se place désormais dans cette religion en rupture avec la nature et l'animal n'est qu'une créature finalement assez imparfaite. Et donc, nous nous convainquons que l'homme aurait des caractéristiques uniques, puisque cette fois-ci, il est différent par nature des animaux. Et donc aujourd'hui, on brandit comme argument, d'ailleurs à qui veut l'entendre, que bien seul l'homme a une intelligence supérieure. Seul l'homme bénéficie du langage. Seul l'homme maîtrise les outils comme il le fait. Seul l'homme a une conscience. Et même, j'ai déjà entendu dire, seul l'homme ressent la douleur, seul l'homme ressent de véritables sentiments. Et ce qui est assez grave dans tout ça, c'est que ce système de croyance dont on vient de parler, il est allé bien au-delà des religions. Aujourd'hui en Occident, la majorité d'entre nous, bon, pas tout le monde, mais il y a quand même une grande majorité, sont convaincus, et qu'ils soient croyants ou qu'ils ne le soient pas, que les animaux sont inférieurs à l'homme, que les animaux sont là pour nous servir, et donc que le sens même de l'existence des animaux, c'est de naître, N-A-I-T-R-E, pour être mangé par l'homme, pour vêtir l'homme, pour le servir, au point d'ailleurs que certains ne comprennent même plus aujourd'hui à quoi servent les animaux sauvages. Après tout, peu importe que ces animaux disparaissent, s'ils ne servent à rien. Donc on comprend que le raisonnement conditionne aussi notre manière de traiter les animaux, le vivant et notre manière d'exister au monde, qui forcément variera en fonction de la place qu'on est censé occuper et la place qu'ont les autres créatures sur Terre. Et donc là, on en arrive dans le vif du sujet. Et si nous avions complètement tort, en fait? Et si ce mode de pensée-là, c'était un simple conditionnement né des croyances et que la science aujourd'hui nous livrait des clés pour nous démontrer que nous avons tort sur toute la ligne? Alors les éthologues, dont je fais partie, ont fait,
un travail, on va dire, remarquable sur les dernières décennies. Alors je ne dis pas que mon travail était remarquable, mais je dis les éthologues en général, ont fait un travail considérable qui va, qui a totalement révolutionné notre manière de penser le monde, notre manière de penser l'homme et notre manière de penser l'animal. Et donc, dans cette conférence, on va s'attacher à déconstruire une à une toutes les croyances fausses à travers la science et à montrer qu'il n'y a pas finalement de différence de nature entre l'homme et l'animal, mais simplement et seulement pour certaines compétences, une différence de degré. Et ça change tout fondamentalement, puisque si finalement nous sommes des animaux, si finalement la seule chose qui nous différencie, c'est des avancées technologiques parce que nous sommes arrivés à un degré supérieur, mais qu'il n'y a pas de différence véritablement de nature, et bien forcément notre regard envers les autres animaux doit changer. Alors, avant de prendre une à une ces fameuses compétences que l'on pense être, la preuve de l'unicité de notre espèce, il est important de resituer un petit peu, l'homme par rapport, enfin le monde humain par rapport, au reste, des mondes animaux. Et c'est comme ça que j'ai intitulé la collection que je dirige parce que en fait, on ne s'en rend pas compte, mais nous pensons évoluer dans un monde qui est le nôtre. Mais en fait, il existe des mondes parallèles et on va y venir. Donc, il est important de rappeler que la représentation, donc l'image que nous nous faisons du monde, elle dépend de nos 5 sens. Grâce à notre vue, notre ouïe, notre toucher, et cetera. Donc, par exemple, quand on voit quelque chose, eh bien, ce sont des signaux lumineux qui sont transformés en signaux électriques jusqu'à notre cerveau. Et qu'est-ce qui fait notre cerveau à partir de ces signaux électriques? Eh bien, il va créer une image. Il va créer une image du monde. Et on comprend bien que dans ce mot création, c'est une pure création de notre cerveau. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ben, les animaux, ils ont des sens différents des nôtres. Et donc, il y a autant de représentations mentales du monde que de cerveaux différents. Alors évidemment, ça invite à la réflexion. Parce que quand on y réfléchit, il se pourrait bien que certaines espèces aient une représentation du monde qui soit finalement plus fidèle à la réalité que notre propre représentation. Et on peut par exemple même citer des espèces auxquelles on ne pense pas du tout au premier abord, comme les insectes et notamment les abeilles. Eh bien, les abeilles, elles sont capables de voir la lumière ultraviolette. Et l'œil humain n'est absolument pas capable de voir cette lumière-là. Et donc, quand nous, on regarde une fleur, on la trouve jolie, elle va être violette, on la trouve d'une certaine couleur, etc. On peut même percevoir son odeur. Mais les abeilles, elles perçoivent beaucoup plus que la couleur de cette fleur. Elles vont percevoir une espèce de spirale hypnotique qui est formée par les ondes ultraviolettes, qui va leur permettre de se poser avec beaucoup de précision le nectar de la fleur. Et donc là, on comprend qu'il existe des mondes multiples et que dans ces mondes multiples, chaque animal doit être pensé comme un sujet et non comme un automate ou comme une créature qui serait régie par de simples instincts. Donc là, on va en arriver au cœur de notre sujet, donc les fameuses compétences qui différencieraient l'homme des animaux. Et on va commencer, je pense, par la compétence qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on parle des différences entre l'homme et l'animal, qui est le langage. Alors, selon certains, seul l'homme possède le langage. Mais les animaux, pourquoi les animaux ne posséderaient-ils pas un langage à proprement parler? Et d'ailleurs, peut-on vraiment parler de langage chez les animaux? Alors ma réponse sur le sujet, elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Oui, la plupart des animaux ont un langage et on va voir comment les éthologues ont réussi à démontrer cela. D'abord, en éthologie, souvent, on utilise le terme communication parce que les modes de communication entre les animaux sont tellement variés, et ils vivent dans des mondes qui nous sont tellement inaccessibles, que finalement nous avons du mal à imaginer qu'il y ait autant de langages différents. Bref, mais si on veut comparer véritablement notre langage, donc un langage qui est basé sur des signaux acoustiques, avec des langages qui pourraient exister chez les autres animaux. Du coup, tu fais quoi? Alors d'abord, les animaux utilisent souvent ce qu'on appelle, c'est un mot un peu savant, mais qui veut dire quelque chose de très simple, des signatures acoustiques individuelles pour se reconnaître. Par exemple, des chercheurs ont étudié des bébés otaries. Et les bébés otaries, elles reconnaissent leur mère de retour de la chasse, majoritairement par leur voix.
Les manchots aussi, les fameux manchots, qu'on regarde souvent dans les documentaires, eh bien les manchots sont capables de retrouver leur mère ou leur père, puisque les 2 élèvent leurs petits, en écoutant seulement 2/10 de seconde leur chant. Et puis on a certains animaux qui utilisent même des prénoms, comme les dauphins par exemple. Alors les dauphins, ils sont capables d'apprendre à reproduire le sifflement d'un autre dauphin, qui est un sifflement spécifique, hein, de sorte de l'appeler et qu'il lui réponde en retour. Au point que les chercheurs parlent de prénoms. Donc là, OK, on s'est dit, oui, bon, les animaux, ils reconnaissent la voix de leurs parents, la voix de leurs congénères. Mais par contre, les humains, eux, lorsqu'ils parlent, eh bien, ils se réfèrent à des objets ou à des événements en utilisant des mots. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la communication référentielle. Donc jusqu'à il y a peu, on n'imaginait pas que de telles facultés pourraient exister chez les animaux. Et pourtant, c'est à une équipe française qu'on doit une découverte absolument incroyable chez les singes mônes de Campbell. Alors, qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré que ces singes émettent des sons différents en fonction du prédateur qui est en approche. Par exemple, des craques face à un léopard ou des hocs face à un aigle. Donc d'abord, ils ont montré que ces singes-là possèdent un véritable vocabulaire. Bon, jusque-là, on se dit, c'est quand même pas mal pour des animaux auxquels on prêtait pas grand-chose comme faculté. Mais finalement, nous faisons plus que juste prononcer des mots comme ça éparpillés, nous les agençons entre eux. Et on les agence comment? En faisant des phrases, ce qu'on appelle la syntaxe. Eh bien, ces chercheurs, ils ont montré que ces singes, ils sont capables d'ajouter un suffixe qui fait le son OU, uniquement lorsque le danger vient du sol, par exemple, et pas lorsqu'il vient du ciel. Donc, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils agencent des sons entre eux, de sorte de leur donner un sens particulier, qui est un sens différent des sons pris séparément. Et en grammaire, eh bien, on appelle ça une syntaxe. Et c'est une spécificité que l'on pensait vraiment propre aux humains. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Ça ne nous montre pas que certains singes en sont aux prémices de notre langage. Ça nous montre que par un phénomène de convergence évolutive, c'est-à-dire quand des animaux vivent dans des endroits différents, mais finalement vont développer des compétences similaires parce qu'assujettis aux mêmes pressions, etc., eh bien, on va pouvoir voir l'émergence de langages qui sont certes rudimentaires, mais qui présentent des spécificités qu'on croyait uniques à l'homme. Puis on peut citer aussi les fameuses règles conversationnelles, hein, qui sont omniprésentes dans les langages des animaux. Par exemple, comme nous, ben, les animaux ne se coupent pas la parole. Enfin, pour les plus polis d'entre nous en tout cas. Et ce n'est qu'une des règles parmi d'autres que l'on retrouve chez les humains, qu'eux aussi normalement respectent. Alors, face à tout ça, évidemment, on va avoir des personnes qui vont nous dire, «Bon, OK, les animaux ont peut-être un vocabulaire, ils se débrouillent pas mal avec les mots et cetera», mais peut-être finalement qu'ils font ça en mode pilotage automatique, sans nécessité d'apprentissage quelconque, alors que l'homme, lui, il a besoin d'apprendre dans son enfance, d'écouter les mots, d'apprendre à parler une certaine langue. Eh bien, ces personnes ont bien tort parce qu'on peut citer l'exemple des oiseaux. Les oiseaux qui, pour apprendre à chanter, se mettent d'abord à babiller comme des petits bébés humains, puis ils apprennent progressivement à chanter en imitant leur père ou leur mère, exactement finalement comme les enfants humains le font. Et puis, lorsqu'on parle de langage, il ne faut pas oublier, l'ensemble des travaux qui ont été menés par les éthologues pour tenter de communiquer cette fois directement avec d'autres espèces et notamment avec des grands primates, les bonobos, les chimpanzés ou les gorilles. Et on peut citer les travaux du primatologue Dr Rainbow, qui a eu, l'ingénieuse idée d'utiliser ce qu'on appelle les lexigrammes. Alors c'est quoi les lexigrammes? C'est un mot un peu compliqué pour dire quelque chose de simple. Ce sont des symboles géométriques qui représentent des unités linguistiques qui peuvent désigner des aliments, des couleurs, des objets. Et ce primatologue, il va enseigner le yirkish, donc c'est un langage artificiel humain, à une très jeune chimpanzé prénommée Lana, qui parvint à maîtriser les lexigrammes avec une extrême précision. Et plus tard, et je pense que beaucoup, d'entre vous auront entendu, parler de son nom, bah, c'est au célèbre bonobo Kanzi que ce même primatologue enseigna cette langue qui montra que comme l'homme, les bonobos et les chimpanzés, pour n'en citer quelques-uns, utilisent une communication symbolique. Alors évidemment, ça a apporté à un certain nombre de critiques
Et les chercheurs se sont très bien défendus sur ces critiques-là et je vous renvoie, à leurs articles. En tout cas, moi, je suis convaincue que ces primates-là sont capables de cette communication symbolique. Et puis quand on parle de langage animal, comment ne pas citer les travaux d'une autre célèbre, éthologue américaine, Irene Pepperberg, qui travailla non pas cette fois-ci sur un proche cousin de l'homme, mais sur un oiseau. Un oiseau prénommé Alex, qui est un perroquet gris du Gabon, capable de prononcer cette fois-ci de véritables mots humains. Et attention, hein, Alex n'est pas, comme dans les films qu'on pourrait voir, ne faisait pas que répéter des mots qu'il entendait. L'éthologue a montré qu'il maîtrisait des concepts comme identique à, différent de, plus gros que, plus petit que. Il connaissait aussi les couleurs. Il utilisait des pronoms et des adjectifs et donc il faisait preuve d'une intense créativité dans sa manière de communiquer. Alex pouvait même faire quelques notes d'humour. Et l'humour, qui nous paraît quelque chose d'assez facile pour nous autres êtres humains, l'humour, ça présuppose des capacités cognitives extrêmement poussées. Et donc, qu'est-ce qu'il nous prouve, Alex? Il prouve finalement qu'un cerveau d'oiseau, hein, auquel on prête si peu de facultés cognitives, eh bien, un cerveau qui est configuré de manière radicalement différente de celui des mammifères, et parce que les oiseaux sont des descendants des dinosaures, eh bien, Alex nous montre que des chemins évolutifs différents peuvent conduire à des niveaux d'intelligence comparables. Je ne dis pas identiques, mais du moins comparables. Donc, ce qu'on doit retenir sur le langage, eh bien, c'est que le langage n'est pas une espèce d'étincelle divine qui distingue l'homme des animaux. Bien sûr, l'homme a poussé ses capacités langagières jusqu'à développer des langues extrêmement complexes, avec une infinité de nuances. Mais rappelons-nous qu'avant de savoir parler ces langues, eh bien, les premiers humains devaient avoir un langage probablement très rudimentaire, basé sur des gestes et des cris, et qu'il a fallu à l'être humain des millions d'années pour apprendre à maîtriser un langage complexe. Rappelons-nous aussi, et ça, on a quelques exemples d'enfants sauvages qui nous le montrent, c'est qu'un enfant humain qui est privé des siens n'apprendra jamais à parler. Donc le langage n'est pas une faculté divine innée, et nous partageons cette compétence avec bien d'autres animaux. Certes, encore une fois, il y a certainement une différence de degré, mais ce langage existe chez d'autres animaux. Donc voilà pour cette première compétence censée différencier l'homme de l'animal. On va parler maintenant des outils, parce que parmi les nombreux visages de l'intelligence humaine, eh bien, l'utilisation des outils nécessite une intentionnalité et un processus d'anticipation. Il faut, chez l'humain, pouvoir imaginer un objectif avant d'avoir recours aux outils. Donc, pour comparer l'utilisation d'outils entre humains et animaux, pas seulement dire, «Tiens, cet animal, il fait un nid, de manière automatique, de manière instinctive ou mécanique, c'est la même chose chez l'humain». Non, il faut que l'utilisation des outils chez les animaux qu'on compare à ceux des humains, fasse appel, finalement aux mêmes compétences cognitives, c'est-à-dire à cette intentionnalité, à ce processus d'anticipation. Alors, bah, quand on parle d'outils et je pense que là encore, on doit avoir des férus, de chimpanzés qui m'écoutent ce soir, mais on peut pas omettre les chimpanzés qui vont sélectionner les meilleurs outils pour aller à la pêche aux termites, à la pêche aux fourmis et qui vont adapter la taille de leurs outils et le choix des branches en fonction de la profondeur de la termitière, par exemple. Mais les prouesses des chimpanzés ne s'arrêtent pas là. Et c'est là qu'on peut parler de créativité, puisqu'on a également décrit des chimpanzés qui utilisent par exemple des branches comme des lances pour alpaguer certaines de leurs proies qui sont nichées dans des arbres. Donc, c'est un fabuleux exemple d'utilisation d'outils qui implique une intentionnalité, qui implique aussi de la créativité. Et qui plus est, chez les chimpanzés, on a prouvé que les chimpanzés transmettaient ce savoir à leur descendance, au point qu'on parle aujourd'hui de véritable culture animale. Et puis, on peut citer à l'opposé des chimpanzés, un exemple encore trouvé chez les oiseaux. Là encore, le terrain des oiseaux, moi, me fascine parce qu'ils ont longtemps été victimes de nos œillères. Et on peut citer l'exemple fabuleux des corbeaux calédoniens, qui sont capables également de créer de véritables outils
en les recoupant, en les recourbant en fonction de l'objectif à atteindre. Donc là encore, on comprend que les compétences cognitives nécessaires à l'utilisation d'outils, eh bien, les animaux les ont. Ils sont capables, pour certains, d'anticiper leurs besoins, donc de créer de véritables outils et de modeler la forme de ces outils. Et on l'a vu, possiblement de les transmettre. Donc cette créativité, cette intentionnalité ne sont pas l'apanage des humains. Alors là encore, il ne s'agit pas de renier à Sapiens, à notre espèce, son extrême habileté et la faculté qu'il a eue de développer ces outils de manière extraordinaire. Mais ce que l'on doit comprendre, c'est encore une fois qu'on est là sur une différence de degré. Et je développe ce point-là, comment Sapiens a réussi à performer aussi bien, et ça a pris des milliers d'années, hein. On n'a pas inventé l'électricité, ni envoyé une fusée sur la Lune hier, en 2 minutes. Il a fallu engranger beaucoup de connaissances et on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, il y a une différence de degré et non pas de nature. Les animaux, pour la plupart, possèdent des bases cognitives à l'origine de l'utilisation d'outils qu'on retrouve chez Sapiens. Alors, on a parlé de choses assez techniques, du langage, des outils, mais finalement et ce que j'ai souhaiterais, souligner ce soir, c'est que nous partageons beaucoup plus que cela avec les animaux et nous partageons entre autres les émotions et en particulier l'amour. Alors je vais éviter tout anthropomorphisme parce que, les scientifiques n'aiment généralement pas utiliser des termes humains pour parler des émotions chez les animaux. On n'ose généralement pas parler d'amour chez les animaux, par exemple, mais plutôt d'attachement. Tant, je pense que les possesseurs de chiens ou de chats qui m'écoutent ce soir ne doutent absolument pas de l'amour que leur portent leurs animaux de compagnie. Et ce qu'il y a de fabuleux quand même, c'est que les neuroscientifiques ont étudié les mécanismes moléculaires qui sont mis en place dans l'attachement, chez le chien notamment, mais pas seulement. Ils ont également étudié ces mécanismes chez des espèces monogames, c'est-à-dire chez des animaux qui choisissent un partenaire pour la vie. Et une fois le partenaire choisi, eh bien, ces animaux refusent tout autre partenaire. Et ce qu'ils ont montré, c'est que chez ces animaux, ça peut être des rongeurs, des animaux très, très différents de nous, comme chez l'humain, eh bien, c'est à une libération d'ocytocine régulière que l'on doit le processus d'attachement. Et devinez quoi? C'est la même hormone qu'on retrouve lorsqu'une mère s'attache à son enfant ou lorsqu'un homme s'attache à une femme et vice-versa. L'amour, avec un grand A, se joue donc avec des notes moléculaires universelles. Et d'ailleurs, chose intéressante aussi, c'est à une équipe française qu'on doit cette découverte encore une fois, même le chagrin d'amour ne semble pas une particularité de notre espèce. On peut parler d'une célèbre étude qui a été menée chez un poisson monogame, le poisson cyclidé zèbre, qui s'attache à un partenaire amoureux. Eh bien, l'équipe qui travaille sur ce poisson a montré que si on enlève le partenaire amoureux, alors ça peut paraître cruel, mais après ils l'ont remis, le congénère esseulé va se mettre littéralement à déprimer et à voir la vie en noir. Donc vous voyez, même chez des espèces auxquelles on prête là encore si peu d'émotions, comme les poissons, parce qu'ils vivent, parce qu'on est victime de différents biais, en général on a beaucoup plus d'empathie pour les espèces qui nous ressemblent que pour des espèces qui vivent dans des milieux différents notamment, ou des espèces qui n'ont pas la même dimension que nous. Et je pense aux espèces de toute petite taille comme les insectes auxquels là encore nous prêtons si peu. Et bien progressivement, la science révolutionne notre manière de considérer ces animaux. Alors, et ce n'est pas tout, parce que quand on parle d'amour, on ne peut pas éluder le sexe. Et le sexe aussi n'est pas exécuté comme beaucoup le pensent chez les animaux dans le seul but de se reproduire, hein. On voit souvent ces documentaires, ah ben, tiens, il y a deux lions là, une lionne et un lion sont en train de se reproduire pour faire des bébés. Ben non, en fait, le lion et la lionne ne sont pas en train de se dire, tiens, on va faire des bébés. C'est bel et bien le plaisir qui guide l'animal dans le passage à l'acte. L'humain, donc, n'a pas du tout le monopole du plaisir quand on parle de sexualité. Et chez les primates et la plupart des vertébrés, le sexe est donc synonyme de plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est souvent autant synonyme de plaisir chez les femelles que chez les mâles. Et là encore, c'est important de combattre les idées reçues parce que finalement, on va trouver
un biais, très, lié à nos sociétés, patriarcales dans la manière d'envisager la sexualité chez les animaux, comme si finalement les femelles étaient soumises au mâle et elles encaissaient, tant qu'elles pouvaient, ces assauts des mâles. Et en fait, c'est totalement faux. Il faut savoir que, il y a déjà beaucoup de tout type de relations qui existent. Les sexualités sont multiples dans la nature et surtout le sexe existe en dehors de la reproduction chez beaucoup d'espèces animales. On peut citer, les merles et les mésanges qui s'accouplent après avoir pondu leurs œufs. Et surtout, ce sur quoi il faut insister, c'est qu'effectivement, les femelles aussi peuvent ressentir du plaisir. On a la présence d'un clitoris chez beaucoup, d'espèces animales différentes, chez beaucoup de femelles de ces espèces-là et notamment chez les hyènes tachetées, où le clitoris est tellement volumineux qu'accompagné des grandes lèvres, il ressemble à un pénis, à tel point que les premiers zoologistes n'arrivaient pas à différencier, et c'est encore bien difficile aujourd'hui, de différencier les mâles des femelles. On retrouve aussi cet organe du plaisir chez le dauphin femelle. Donc là encore, c'est important de combattre les idées reçues en montrant que l'amour, moi j'ose parler d'amour chez les animaux, mais on peut parler d'attachement et en tout cas l'amour existe et que le sexe pour le plaisir existe aussi. Et puis, quid des autres émotions en dehors de l'amour? On a longtemps gardé en terrain défendu les émotions des animaux, comme si, finalement, elles constituaient le dernier bastion de l'humanité. Comme s'il fallait pas y toucher, que les sentiments, c'est un terme, par exemple, qu'on n'utilise pas du tout chez les animaux. Pourtant, on sait aujourd'hui, preuve à l'appui, que la joie, la colère, la peur, la surprise, le dégoût sont des émotions qui sont communes à l'ensemble des mammifères et à bien d'autres espèces animales. Alors, on peut parler des expressions des émotions notamment. Moi, j'ai souhaité prendre comme exemple, dans mon livre, le sourire. En ce qui concerne le sourire, par exemple, nous pensons que cette manière d'exprimer notre joie, elle est absolument unique au sein du règne animal. D'ailleurs, quand on regarde nos bébés qui produisent ces sourires spontanés pendant leur sommeil, on parle de sourire aux anges. Et ça, c'était jusqu'à ce qu'une équipe de chercheurs japonais s'intéresse au sourire chez des bébés macaques japonais pendant leur sommeil aussi, mais également chez des bébés chimpanzés. Et ils ont montré quelque chose d'absolument fabuleux, c'est que l'origine du sourire remonte à environ 3 millions d'années. Donc cette contracture des zygomatiques, elle a en fait, un objectif clair, elle favorise la communication sociale dans des groupes sociaux et selon l'espèce, le sourire a donc plusieurs fonctions. Alors la plupart du temps, il s'agit de rictus nerveux qui prouvent que l'animal est intimidé. Mais, le sourire peut aussi servir à apaiser les tensions ou à séduire le partenaire plus intéressant. Et on peut aussi, voir apparaître ce fameux sourire chez un animal que l'on connaît bien, chez le chien. Et moi, ça m'a fascinée, quand j'ai eu mon berger australien, à chaque fois que je rentre, d'un séjour ou d'un déplacement et qu'elle me fait la fête, elle sourit véritablement. Elle a, une expression très humaine dans sa manière de sourire, et le berger australien est connu comme une race pouvant facilement sourire ou le dalmatien notamment. Et pourtant, ce sourire, il n'existe pas chez l'ancêtre des chiens, le loup. Alors le loup est capable d'ouvrir un peu sa bouche, mais pas de la même manière que le chien. Et donc j'ai creusé cette hypothèse en me disant: «Mais comment c'est possible qu'un chien puisse sourire comme un humain?» Et l'hypothèse privilégiée, par les chercheurs, c'est qu'au contact de l'homme, il faut savoir que le chien est resté au contact de l'homme pendant près de 30 000 ans, la domestication, on la date à peu près 30 000 ans. Au contact de l'homme, ces animaux ont développé la capacité d'imiter l'expression faciale de leur maître. Et donc ils ont appris à nous sourire pour nous signifier, en empruntant finalement nos propres modes de communication, qu'eux aussi éprouvent du bonheur en notre présence. Donc, il y a quelque chose d'absolument fabuleux qu'on trouve chez les chiens et dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Et puis, quand on parle du sourire, on peut évidemment parler du rire. Le rire n'est absolument pas une spécificité de notre espèce. Le rire, c'est quoi? C'est des expirations saccadées et si vous les écoutez, en prenant un peu de recul, alors ce soir, si vous êtes, accompagnés, en famille, avec des amis, vous penserez à moi et vous écouterez les gens rire comme si c'était la première fois de votre vie que vous écoutiez, des personnes en train de rire et vous verrez que les rires s'expriment de manière très différente suivant la personne.
Et d'ailleurs, ces manières, elles sont assez animales. Il y a certaines qui poussent des sortes de gloussements aviaires, d'autres des reniflements porcins. Bref, en étudiant ce comportement de près, c'est une équipe anglaise qui a pu mettre en évidence l'existence du rire lors de séances de chatouille chez tous les grands primates. En fait, le rire a une origine évolutive très ancienne, puisqu'il a aussi été démontré lors de séances de chatouille chez le rat, ce mal aimé, hein, et même chez le chien. Donc le rire existait bien avant que Sapiens ne fasse son apparition sur Terre. Donc on a parlé de la manière d'exprimer ses émotions, mais qu'en est-il de la tristesse? Les éthologues ont montré que, comme l'humain, les animaux peuvent connaître un état de dépression sévère et voir la vie en noir. Donc le deuil, on sait aujourd'hui, à sa façon, hein, il existe aussi chez l'animal. On a vu des mères chimpanzés transporter le cadavre de leur petit pendant des semaines. On a vu aussi d'autres mères prendre soin de la dépouille de leur petit ou de la dépouille d'un proche même. On a vu aussi des chimpanzés nettoyer les dents d'un cadavre, ce qui s'apparente à des soins post-mortuaires. Et puis, on a des observations également qui ont été menées chez les dauphins, qui ont été vus en train de faire remonter à la surface un delphino décédé et qui décrivait parfois un véritable cortège funèbre. Et puis, quand on parle de la tristesse, du deuil, que dire des éléphants qui peuvent éprouver eux aussi un réel désarroi à la mort d'un des leurs. Alors, j'aurais envie de vous parler de tout un tas d'émotions, de faire tout le tour de tout ce que nous partageons avec les animaux, mais je pense qu'on n'en aurait pas assez de la soirée entière pour aborder tous les sujets que je souhaiterais aborder. Mais il y avait quand même parmi les émotions des émotions fines que je souhaitais, dont je souhaitais parler avec vous ce soir. Parmi ces émotions fines, j'aimerais Merde. parler du sens du beau. Le sens de l'esthétique. Quand on rentre dans une exposition, qu'on regarde un tableau, eh bien on est fasciné, on trouve ça beau, on est plus ou moins sensible à la beauté de tel ou tel tableau. Eh bien, on n'est pas les seuls. Les préférences esthétiques, le sens du beau existe chez les animaux. On peut citer l'exemple des oiseaux jardiniers. Les oiseaux jardiniers, ils redoublent d'efforts pour créer, pour décorer des berceaux qui sont utilisés uniquement en vue d'attirer les femelles. Donc ces oiseaux possèdent un haut sens de l'esthétisme, puisqu'en plus de construire ces berceaux qui n'ont pour vocation que de plaire aux femelles, hein, ils ne font pas des œufs dedans, etc. pour les femelles, les mâles entreposent des objets décoratifs. Et ils ne le font pas de manière aléatoire comme on pourrait l'imaginer. Ils le font de manière ordonnée, de sorte de créer une illusion d'optique. C'est-à-dire que les mâles organisent les éléments en fonction d'un gradient de taille. Donc ils créent un effet de perspective forcée et donnent l'illusion d'augmenter la taille des objets décoratifs. Et ça, c'est qu'un exemple parmi des centaines d'autres. On peut citer aussi l'oiseau fou à pied bleu, où le mâle se livre à une danse incroyable qui met en valeur ses pattes d'un bleu chatoyant, tout en faisant des offrandes à sa dulcinée. Et les chants des oiseaux eux-mêmes servent à attirer les femelles. On sait aujourd'hui que plus le mâle présente un répertoire vocal varié, plus ses chances d'accouplement sont grandes. Et puis on peut bien sûr aussi, penser au chant des baleines, le fameux chant des baleines qui, je crois, nous touche tous, même nous en tant qu'êtres humains et qui est un chant extrêmement élaboré et auquel les baleines sont très sensibles. Et dans les émotions fines, on a parlé du sens du beau, mais on peut aussi parler de la sensibilité à la musique. Là encore, on a l'impression, et effectivement, qu'on a poussé, nous, la création musicale de manière incroyable. Il n'y a qu'à voir, écouter du Mozart pour s'en convaincre. Mais ce qu'on savait moins, c'est que la majorité des vertébrés sont sensibles à la musique, y compris les poissons. Et quand on parle de sensibilité à la musique, on peut aussi parler des observations menées par des chercheurs sur un cacatoès devenu célèbre aujourd'hui, Snowball. Alors si certains d'entre vous ne le connaissent pas, je vous invite à taper son nom sur internet. Vous allez tout de suite tomber sur des vidéos absolument hilarantes de ce cacatoès capable de danser, et pas seulement de danser en fonction de la musique qu'il écoute, d'ajuster sa danse en fonction de la musique qu'il entend. Et
si les vidéos sont rigolotes à regarder, il y a quand même des scientifiques qui se sont intéressés à Snowball et qui ont montré que Snowball était capable d'adapter donc ses gestes en ralentissant ou en accélérant au gré du tempo et pas moins de 14 postures différentes ont été répertoriées. On voit Snowball qui propulse sa tête d'un côté à l'autre, de bas en haut, qui propulse son corps, qui lève sa patte, sans oublier le fameux headbang, hein, qui rappelle les violents mouvements de tête du groupe AC/DC. Enfin bref, vraiment, je vous invite à regarder les vidéos, les déhanchements de Snowball. Donc, nous avons abordé ce que nous avons en commun en termes de compétences cognitives et en termes d'émotions. Euh, mais certains pourraient rétorquer que l'homme présente d'autres spécificités et des spécificités pas forcément positives, comme la guerre, par exemple. Alors, la guerre existe-t-elle à proprement parler chez les animaux? Eh bien, même si l'hostilité, entre groupes est fréquente et même si les combats entre mâles, conduisent, le plus souvent à des combats, eh bien, ils conduisent rarement à la mort. Mais il existe certaines espèces animales qui semblent plus prédisposées à la violence que les autres et notamment les fourmis, les chimpanzés. Alors les fourmis, elles mènent de véritables guerres. Certaines utilisent leurs adversaires comme esclaves. D'autres se font littéralement exploser l'abdomen pour tuer ou repousser leur adversaire. Et donc leurs stratégies militaires sont étonnamment assez similaires des nôtres, même si les enjeux sont différents. On observe aussi l'existence de guerres chez les chimpanzés, et ça, Jane saurait le raconter mieux que moi, puisque c'est à elle qu'on doit les observations sur les combats entre groupes de chimpanzés, avec des motivations à tuer finalement assez proches des nôtres, qu'il s'agisse de gagner des territoires, d'accéder à une position hiérarchique ou enfin d'accéder aux femelles. Donc la guerre n'est pas le propre de l'homme, elle existe aussi dans le règne animal, même si globalement on constate qu'elle est plutôt rare. Et quant à la morale, oui, Je me permets, excuse-moi, c'est Gadit. Il va être bientôt être 8h moins 5 et c'est tellement passionnant qu'on n'a pas du tout envie d'avoir ce très mauvais rôle qui est le mien, mais comme il commence à y avoir des tu fais questions, bien. chat, Mais écoute, je laisse je vais arriver à la conclusion, j'en ai pour 1 minute, comme ça après on peut tout de tout suite ton passer temps. aux questions si ça te va. Oui? Donc, pour conclure, parce que évidemment je m'étale, mais oui, on a un temps restreint et je vais vous laisser le temps des questions. Eh bien, concluons sur le fait que nous sommes toujours des animaux, que nous ne sommes pas si différents des animaux, que nous avons développé à l'extrême certaines compétences, pas seulement à cause de notre intelligence individuelle, mais surtout à cause du partage de nos savoirs, ce que j'ai appelé le melting pot des cerveaux. Et que l'ensemble de ces découvertes, hein, dont nous avons parlé nous rappelle combien nous partageons avec les autres animaux, tant au niveau de leur cognition que de leurs émotions. Voilà, merci Gadit. On peut passer aux questions si tu le souhaites. Ah mais non, mais je suis désolée, je Ah voulais pas. non, mais écoute, Euh, c'est normal, il y a un temps imparti et c'est vrai que quand on m'embarque sur ce sujet-là, voilà, on peut plus m'arrêter. Mais je suis certaine de parler au nom de tout le monde pour dire que c'était vraiment, absolument passionnant. Du coup, je me permets de commencer à relayer certaines des questions. Il y a Franck qui demande: «Que peut-on répondre à l'argument sur les performances intellectuelles de l'homo sapiens, en particulier sa capacité à conceptualiser des choses complexes?» Eh bien que la capacité à conceptualiser existe chez l'animal, effectivement, qu'il y aura toujours pour l'instant une différence de degré, mais que substantiellement on va retrouver toutes les compétences cognitives de sapiens chez les animaux. Et ça, c'est la théorie que j'aurais aimé vous développer, mais qui pourra retrouver dans mon livre, qui est la théorie du partage de savoir chez sapiens. Et à mon sens, si vous prenez un individu seul, eh bien, il n'est pas capable d'envoyer cette fameuse fusée sur la Lune. Et c'est ce cumul du savoir et ce partage des savoirs avec le plus grand nombre qui a permis d'accéder à ce niveau de technologie qu'on a aujourd'hui. Mais si on a un sapiens tout seul dans son coin, croyez-moi qu'il n'aura pas un niveau cognitif aussi développé qu'on lui connaît aujourd'hui, malheureusement. Hein, c'est clair. Il y a une question, posée par Chris qui dit: «Il y a des personnes qui arrivent à communiquer avec les animaux par télépathie. Ils reçoivent des images, des odeurs, des sons. Quel est votre avis sur ce sujet?» Alors, mon avis, il est un peu très dur sur le sujet parce que, étant scientifique,
Tant qu'on ne m'a pas prouvé, l'existence d'un phénomène, je reste très sceptique. Maintenant, si quelqu'un arrive à me démontrer demain que cette communication est possible, je trouve que comme tout scientifique, on se doit d'entendre, des choses qui parfois, nous dépassent. Mais effectivement, pour le moment, je dis de faire attention parce qu'il y a certainement des personnes très bien intentionnées, dans la communication animale, mais il y a aussi des personnes qui le sont moins. Et que souvent quand on recherche un animal, par exemple, on est dans une période où on est absolument bouleversé, on vient de perdre son chien, on vient de perdre son chat et cetera, donc dans une période où finalement on est assez fragilisé, et donc il faut vraiment être en toute confiance avec la personne qu'on nous recommande et en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, scientifiquement parlant, on n'a aucune preuve que la télépathie existe, mais demain, si on arrive à me le démontrer, moi je reste, ouverte sur ces sujets, mais très rationnelle aussi. Merci beaucoup. Il y a Eric qui vous demande, dans le grand livre des intelligences animales, vous mettez en valeur des découvertes qui ont été faites ces dernières années sur les comportements animaux. Les autres animaux seraient plus malins que nous le pensions. Quelles seraient les découvertes récentes qui vous semblent les plus spectaculaires ou intéressantes à souligner? Bah, je crois qu'il y en a une qu'on a citée tout à l'heure, c'est l'existence d'une syntaxe ou de phrases chez les animaux qui bouleverse notre vision du langage. Je crois qu'aussi tous les travaux qui sont faits sur les émotions animales, parce que j'entends encore aujourd'hui des gens qui me demandent: «Mais est-ce que c'est pas, une un réflexe quand l'animal crie? Est-ce que vraiment un animal peut ressentir de la douleur?» Or, ça fait des décennies qu'on a prouvé que les animaux ressentent la douleur, ils ressentent toute la palette d'émotions que nous ressentons aujourd'hui et c'est en cela qu'il faut absolument reconsidérer, le statut de l'animal dans nos sociétés. À partir du moment où un animal souffre, c'est suffisant pour se poser des questions éthiques et morales sur le statut qu'on va lui donner et sur la manière dont on va le traiter et la manière dont on va le mettre à mort, si on souhaite le consommer. C'est vraiment, des thématiques qui moi me bouleversent, parce qu'il y a cette espèce d'écart. On essaie de mettre, finalement les animaux comme ils sont là pour nous servir, c'est ce dont on discutait tout à l'heure et qu'on est convaincu intimement de ça, eh bien on préfère pas voir, ce qui leur arrive. Et il y a aussi cet écart entre vraiment la sensibilité des gens aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont sensibilisés à la cause animale, mais qui préfèrent ne pas voir. Alors je pense qu'on arrive à un temps de notre histoire, il faut ouvrir les yeux aussi sur le sort, qu'ont nos animaux et surtout les animaux de rente, hein, les animaux, destinés, à être abattus. Quelle vie, ont-ils aujourd'hui et quel abattage, on leur réserve? Je pense que c'est vraiment une question d'actualité. C'est le moins qu'on puisse dire, et nos amis de L214, vous apparaissiez dans leur, journal, je crois le mois dernier, font un travail merveilleux à cet égard, entre autres. Il y a Valérie qui pose un sujet qui est, je crois, souvent abordé, qui dit: «Donnons des droits aux animaux, ce serait une belle révolution». Est-ce qu'on peut se permettre de vous demander quelle est votre opinion sur le sujet? Elle est très claire, il y a une déclaration des droits de l'animal qui existe, la LFDA, qu'on peut trouver sur le site de la Fondation Droits Animal, Éthique et Sciences dont je fais partie. Malheureusement, elle n'est pas appliquée, c'est le gros défaut, on va dire, de nos sociétés qui, ont bien du mal à appliquer, on va dire, la théorie à la pratique. Nous sommes arrivés à des systèmes, économiques tels, parce qu'il faut bien parler de d'argent aussi là-dedans, c'est que je pense que la plupart des éleveurs voudraient bien faire, mais, il y a une telle pression sur les éleveurs, il y a une telle pression économique, le consommateur parfois il dit: «Oui, moi je veux acheter des œufs de poules, qui ont été élevés en plein air, mais par contre je suis pas prêt à mettre 2 € de plus sur ma boîte, d'œufs», sans compter le marketing, hein. Si on parle des œufs, on peut voir poules élevées en plein air. Alors ça, je le glisse aussi à ceux qui m'écoutent, mais il y a un numéro sur les œufs. Il faut toujours ouvrir la boîte des œufs et si vous n'avez pas le numéro 0 en premier lieu, c'est que changez changez votre gamme d'œufs. Enfin bon, voilà pour l'anecdote. Mais oui, les droits des animaux, ils ont été définis. Aujourd'hui, on a aussi, des scientifiques qui se réunissent pour signer, des conventions, pour signer des choses en faveur, des droits des animaux et notamment en faveur de l'existence d'une conscience chez l'animal. Récemment, la déclaration de New York. Maintenant, il reste à légiférer, à ce que nos législateurs mettent en place un certain nombre de lois qui soient beaucoup plus, protectrices envers les animaux et qui interdisent un certain nombre de pratiques ou qui interdisent, les écarts aux lois. Je parle là de la corrida, habitant dans le Gard,
qui est encore pratiqué, beaucoup de gens ne le savent pas, mais qui est encore pratiqué et qui va à l'encontre de la loi. Donc, la loi fait des exceptions qui me paraissent absolument irraisonnables aujourd'hui. Je prends les 2 dernières questions, qui sont mentionnées. Ce qui est assez fou, c'est que l'humain, nous dit Julie, c'est que l'humain ne souhaite pas être comparé aux animaux, mais actuellement, les projets de recherche sur les animaux faisant lien avec l'humain sont favorisés. Alors oui, Ah, complètement, mais c'est fascinant. Qu'en pensez-vous? Un résidu de l'animal objet encore trop présent aujourd'hui, peut-être? alors complètement, je pense qu'on est tout à fait dans l'animal objet, on en a parlé longuement lors de cette conférence. L'animal objet, l'animal d'expérimentation et tant qu'on vit dans un monde anthropocentré où l'homme finalement, est plus important en termes d'existence que l'animal, eh bien l'animal servira toujours, soit de garde-manger, soit comme modèle expérimental. Et j'ai lu, récemment, le un livre qui vraiment, alors qui date du siècle dernier, mais où un physiologiste, Claude Bernard, explique que, de toute façon, il vaut mieux sacrifier un animal qu'un humain. Alors évidemment, le raisonnement, il peut se tenir à partir du moment où on vit dans un monde où on pense que l'être humain, a un droit à l'existence plus important que les animaux. Mais je pense aujourd'hui qu'il y a pas mal de choses déjà qui peuvent être faites en faveur des animaux de laboratoire, c'est important de le souligner, c'est-à-dire qu'il y a la réhabilitation des animaux de laboratoire, offrir une seconde vie aux animaux qui sont en mesure d'en avoir une et ça le Graal le fait très bien, avec qui j'avais travaillé il y a des années. Limiter, offrir un mode de vie à ces animaux de laboratoire qui soit en accord avec, leurs besoins essentiels et limiter évidemment, limiter le nombre utilisé d'animaux parce qu'il y a des animaux qui sont utilisés encore aujourd'hui pour des tests esthétiques ou des choses comme ça qui vraiment n'ont pas lieu, d'être, réalisées sur des animaux. Donc il y a vraiment quelque chose à chambouler là-dessus parce qu'on parle là de millions d'animaux à travers le monde et pas juste de quelques centaines d'animaux. Sans compter les rats, les souris qu'on donne aux étudiants de biologie à euthanasier ou dans le cadre de vivisection, alors que les étudiants ont aujourd'hui le droit de refuser, ce type de pratique. C'est clair. Vous avez par là même, répondu à une question posée par Andrea et je crois qu'il y a Giulia de ProAnima qui souhaitait poser sa question, à l'oral elle-même et non pas par Oui, écrit. pardon, mon clavier fait des siennes, alors je peux pas trop écrire. Mais merci pour cette présentation qui nous fait pencher petit à petit vers de l'antispécisme. Et moi, ma question portait sur, en fait, de quelle manière peut-on concilier le respect des animaux et l'étude qu'on fait d'eux en éthologie. Parce que ben, je sais que, par exemple, Arlo a fait des études qui étaient assez compliquées pour les bébés singes, ou encore récemment en autogénétique qui peut être une technique assez invasive. Donc voilà, c'était pour avoir votre avis sur ça. C'est une très bonne question parce que c'est une question que je me suis posée moi tout au long de ma carrière, ayant, parfois, collaboré avec des équipes qui travaillaient sur des animaux de laboratoire aussi et cetera et donc c'est une question que je me suis posée tout du long. Alors il faut savoir ce qu'on appelle les comités d'éthique, qui sont censés justement surveiller ça de près. Il faut que dans la balance, la question qu'on se pose, justifie, les moyens qu'on utilise, à savoir le nombre d'animaux et cetera. Alors il y a l'éthologie qu'on peut faire, j'allais dire, en milieu sauvage, donc celle-ci, elle est non invasive, elle se base uniquement sur des observations et j'allais dire que la majorité des éthologues essaient justement d'avoir cette approche de l'animal dans, le milieu sauvage pour s'approcher au plus de ses comportements, j'allais dire normaux. Mais il y a aussi, et vous avez raison de le souligner, de l'éthologie qui est effectuée ou de la neuroéthologie sur des animaux de laboratoire ou sur des animaux d'élevage et cetera, soit en vue d'améliorer leur bien-être, donc on est sur une cause noble, soit en vue d'améliorer nos connaissances. Et c'est là où, tout est la question, c'est est-ce qu'on a le droit, par exemple, de faire naître des animaux de laboratoire pour des questions de recherche fondamentale en éthologie? Pour moi, non, si ces animaux sont destinés à l'euthanasie. En revanche, d'étudier des animaux d'élevage pour améliorer leurs conditions de vie, là oui. Mais encore une fois, les comités d'éthique se doivent d'être présents à chaque étape, de ces études-là, sachant qu'évidemment, je trouve qu'aujourd'hui, avec tout le savoir qu'on a accumulé, il y a des études qui ne se justifient plus, tandis que d'autres se justifient encore. Et c'est tout le rôle de ces comités-là de veiller soit à ne pas reproduire des études qui ont déjà eu lieu
de manière internationale parfois dont on n'est pas au courant, hein, il n'y a pas forcément une mauvaise volonté, soit de dire non, stop, cette étude-là ne justifie pas qu'on maltraite tel ou tel animal. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Jessica. Et je vais poser la dernière question qui est celle de Kat, si vous le voulez bien. Vous avez des merci de tout le monde. Avant que Jean-François Couraud puisse faire sa conclusion, c'est aurait-on sur une ou plusieurs espèces vu évoluer et s'enrichir le vocabulaire? Alors, je pense que le problème des comportements, c'est qu'ils ne se fossilisent pas à travers le temps et qu'on a du mal à avoir un T0 de la préhistoire chez une espèce et que les espèces évoluent aussi beaucoup. Je ne crois pas, à ma connaissance, qu'on ait vu des espèces à notre échelle de temps, en tout cas, qui aient enrichi leur vocabulaire. Par contre, ce qu'on sait à travers nos expériences d'éthologues, et notamment on a parlé du lexigramme, c'est à quel point l'animal apprend vite et à quel point s'il a accès à un nouveau socle de connaissances, il est capable de retenir ce socle de connaissances, voire de le transmettre. Donc, je pense qu'en milieu naturel, on n'a pas toutes les données encore aujourd'hui. Il reste beaucoup de travaux à réaliser par les éthologues, mais tout porte à croire qu'effectivement, on irait dans un sens de l'enrichissement du vocabulaire chez les espèces utilisant un certain type de vocabulaire, à condition qu'il y ait une utilité pour l'animal, encore une fois. Pour enrichir le vocabulaire, il faut soit que le groupe social s'agrandisse et que donc il soit nécessaire d'enrichir ce vocabulaire, parce qu'aujourd'hui, le vocabulaire chez les animaux, il sert à quoi? À remplir aussi des besoins premiers. Et l'animal n'a pas besoin de tergiverser sur le sens de l'existence, etc., comme nous, parce qu'il est aussi dans une contrainte, l'animal, dans une tension permanente d'éviter le prédateur et de manger, de trouver à manger, là où nous sommes parvenus à un certain niveau de contrôle de notre environnement et je parle de nous les Occidentaux en tout cas, à avoir à manger tous les jours sans avoir à aller courir dans la savane pour nous nourrir. Donc il n'y a pas du tout le même type de contraintes chez les animaux sauvages que chez nous. Et donc forcément, en échelle de temps, comme les éthologues, ils peuvent travailler sur des espèces qui vivent à l'instant T, ils n'ont pas ce recul de voir si le vocabulaire s'est enrichi forcément au cours du temps. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un individu, à l'échelle de sa vie, va pouvoir enrichir considérablement son vocabulaire, notamment chez les oiseaux qui sont adoptés par d'autres espèces qui peuvent parler la langue de l'autre espèce d'oiseau. Avant de donner la parole à Jean-François Couraud, je me permets juste de vous remercier infiniment, Merci Jessica. J'ai beaucoup, noté Gaëlle. tous les messages d'amour, de remerciements que vous avez dans le chat. Je me permettrai de vous les envoyer par email après. Ils sont vraiment Merci. extrêmement chaleureux. Jean-François, la parole est à toi. Ouais, merci Jessica pour cette merveilleuse conférence. C'était extrêmement riche. C'est pas facile de faire une conclusion là-dessus. L'auditoire est évidemment bien disposé hein, pour votre propos et pour la cause animale, hein, c'est évident. Néanmoins, vous avez quand même bousculé pas mal l'auditoire, j'en suis sûr. Certaines personnes n'étaient pas préparées à votre propos, mais maintenant, effectivement, nous sommes mieux armés. Alors, vous avez rappelé au tout début de votre conférence une terminologie qui est récente finalement et qui moi-même aussi m'a bousculé, c'est utiliser le terme de animal non humain. Franchement, quand la première personne a utilisé ce mot-là et que j'ai entendu c'est animal non humain, je me suis dit, mais enfin, c'est une Ne évidence, colle pas. animal, point, et puis ça suffit. Et finalement, aujourd'hui, je considère que parfois, effectivement, il est nécessaire de dire animal non humain pour que l'humain se rende compte qu'il est bien un animal, paradoxalement. Et puis, il y a autre chose qui m'a ébranlé, vous l'avez rappelé effectivement en début de séance, c'est les quelques pourcents de gènes néandertal que nous avons chez Homo sapiens. Et c'est vrai que ça nous a fait descendre un petit peu de notre piédestal, parce que Homo sapiens, c'était quand même vraiment l'ultime évolution du genre Homo. Et il est évident que avoir quelques pourcentages de gènes d'une espèce qu'on considère comme inférieure, c'est quand même dur à avaler. Voilà, je plaisante évidemment, parce que Néandertal était sûrement très bien armé, n'empêche que c'est Homo sapiens qui a finalement eu gain de cause. Emporter la Mais c'est bataille. important, effectivement, ça rend humble de savoir que, après tout, nous sommes des hybrides et pas vraiment une espèce pure. Et puis, donc, j'ai retenu effectivement deux grandes idées clés, et les éthologues, effectivement, insistent beaucoup dessus, et vous avez très, très bien fait les choses. C'est d'une part, il y a autant de réalités que d'espèces. Et bien sûr, et là encore, il faut savoir être humble et puis considérer que les animaux qui vivent autour de nous ont tout à fait, effectivement, vivent dans un autre monde que le nôtre. Encore faut-il qu'on le perçoive, qu'on accepte effectivement que eux ont une vie que l'on doit respecter dans toute
sa dimension, ses dimensions. Je me suis dit aussi à ce propos-là que déjà entre cultures humaines où l'on a souvent une vision différente de la réalité, on a du mal à accepter que les autres ne voient pas tout à fait les mêmes choses que nous. Et notamment, c'est vrai que la culture occidentale a quand même du mal à considérer que d'autres cultures sont aussi riches et que celle dans laquelle nous vivons. Bon, ceci dit, là encore, il faut donc être humble. Et puis, vous avez effectivement insisté, et ça c'est tellement important, sur les différences de degrés finalement. Ça juste une différence de degré entre les facultés qu'ont les humains dans différents domaines et les facultés qu'ont les animaux non humains, hein, c'est bien ça, aussi de leur côté. Et c'est vrai que ce continuum entre les capacités que nous avons à penser, à réfléchir, à agir, ça n'est vraiment qu'une question de degré. Et ça, c'est absolument fondamental. Et quand on parle de différence de degré, on pourrait aussi parler de différence de degré de similitude, bien entendu, puisque qu'est-ce qu'on est quand même proches les uns des autres, y compris avec des espèces qu'on considère comme très éloignées des nôtres, et pourtant, et pourtant. Et pourtant. Merci beaucoup. Alors, Merci je suis infiniment. très heureuse de ce message parce que le maître mot, je crois, de ce que j'ai voulu retranscrire ce soir, et vous l'avez très bien dit, c'est un peu plus d'humilité pour notre espèce. Et je pense qu'en étant plus humble, on apprendra à regarder mieux les autres. Très belle parole de conclusion. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, excellente fin de soirée à tous. Et la prochaine conférence, comme le soulignait Jessica, de notre cycle de conférences se tiendra après les grandes vacances en octobre avec Pascal Pic, en septembre avec Pascal Pic. Bonne soirée, au revoir. Merci Galit, bonne Bonne soirée à soirée. tous. Au Merci, au revoir. revoir. À vous tous. Au revoir.